Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Petit-Postma. Bonjour Delphine. Bonjour Sarah. D'ailleurs, je devrais dire bonsoir parce qu'à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, il est plus de 20 heures, donc bonsoir. Delphine, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, donc je suis française. Ça, c'est important pour moi de le préciser puisque je vis aux Pays-Bas. Je suis maman. Ça, c'est aussi important puisque en fait, quand j'étais petite, je voulais être maman. Je n'avais pas d'autre ambition, ce qui rendait ma mère folle, étant donné que c'était une féministe de la première heure et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas d'autre ambition. Je suis également épouse, je suis, amie. Et j'ai un métier, que j'adore, et ça, c'est le choix de ma vie, en fait. Ça, Ok. c'est une bonne présentation. Ouais, très bonne présentation. Le premier truc qui m'interpelle, c'est quand tu étais petite, tu voulais être maman. Du coup, est-ce que tu te souviens de à quel moment ça s'est conceptualisé dans ta tête que tu voulais être maman et que c'était bien comme ça? Je pense que j'ai toujours, voulu avoir des enfants. Il n'y avait pas d'autre option. J'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi et je m'en occupais beaucoup. Après, j'ai eu d'autres frères et sœurs dont je me suis toujours occupée. Et puis l'idée de pouvoir, transmettre la vie et puis après, par la suite, l'idée de pouvoir, créer un humain qui allait me ressembler. Je trouvais que cette conception était absolument fabuleuse et c'est ça qui me qui m'a toujours, ambitionnée ou motivée, en tout cas, je sais pas comment on dit. J'ai toujours, c'est pas parce que je jouais à la poupée ou des trucs comme ça, puisque ma mère, en bonne féministe, m'offrait plutôt des déguisements David Croquette et des camions. Alors que moi, je voulais être une princesse avec des poupées. Mais bon, je sais pas. Ouais, voilà, depuis toujours. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, bah, peut-être falloir que je fasse autre chose? Et est-ce que à un moment, t'as eu envie d'être maman au foyer aussi? Alors en fait, donc ma mère toujours, m'a dit: «C'est bien de vouloir te marier, avoir des enfants, mais c'est aussi pas mal de pouvoir, subvenir à tes besoins toute seule sans être la femme d'eux et de pouvoir, en fait, gagner ton propre argent. Donc il faut que tu fasses des études». OK, super. J'ai fait, des études. Comme je savais pas quoi faire puisque j'avais pas d'ambition particulière, j'ai fait une école de commerce comme mes cousins. Je me suis ennuyée. En plus, je vous parle d'un temps où il y avait pas internet, donc c'était vraiment, c'était une autre sorte de marketing. C'était vraiment rien à voir et puis ensuite, est-ce que j'ai voulu être femme au foyer? Alors le terme femme au foyer, je le trouve, pas très agréable et j'ai voulu m'occuper de mes enfants et c'est ce que j'ai fait puisque je me suis arrêtée de travailler pendant 7 ans pour être avec eux. Parce que, donc en fait, j'ai 3 enfants et un beau-fils et quand mon fils est né, j'ai dû, le laisser chez la nourrice quand il a eu 2 mois et demi, puisque c'est la fin du congé maternité en France. En tout cas, c'était le cas il y a 25 ans et ça m'a brisé le cœur. J'ai trouvé que c'était la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie et je me suis dit: «Plus jamais», c'est-à-dire que si j'ai d'autres enfants et j'en aurai d'autres, je ne referai pas ça et c'est donc ce que j'ai fait. Avec, le papa, on a vérifié comment financièrement c'était possible et en fait, pendant 7 ans, je me suis arrêtée de travailler, c'est-à-dire de travailler pour recevoir un salaire. Mais par ailleurs, je me suis donc occupée de ces 3 enfants et je faisais des tas de choses à côté que je trouvais passionnantes. J'ai fait des tonnes de réunions de consommateurs où j'étais rémunérée, donc du coup, j'avais quand même de l'argent. J'étais rémunérée en fromage, j'étais rémunérée en lessive, j'étais rémunérée en de tas de choses, en livres de Martine, je me souviens. J'étais enfin bon bref, donc du coup je m'amusais beaucoup, j'étais invitée dans plein d'endroits à Paris, c'était très chouette. Donc j'avais pas du tout, je m'ennuyais pas du tout et puis par ailleurs, je m'étais, portée volontaire, donc j'étais bénévole dans une association, familiale et j'animais des groupes de parole pour les mamans. Et donc j'étais formée, j'ai fait aussi des formations de parentalité puisque ça me passionnait et je trouvais la parentalité absolument fabuleuse et intéressante et je trouvais que mes enfants, méritaient, que je sois, bien informée justement pour pouvoir les guider dans la vie. C'était un petit peu mon objectif et je pense que j'ai pas trop mal réussi parce que je trouve que ce sont des adultes très sympas
Et c'est ça, en fait, le résultat, il est là, en fait. C'est quand on se dit, voilà, quand on les voit grands maintenant, je me dis: «C'est ils sont chouettes, quoi». Ils sont très différents, mais ils sont très chouettes et ils sont très différents de moi, surtout. C'est ça le truc le plus incroyable quand on a des enfants, c'est qu'ils font des choix qui sont pas du tout les nôtres et il faut les accompagner dans leurs choix et c'est parfois très perturbant. Enfin, voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense. Si, si. Et du coup, est-ce que, voyant tes enfants adultes aujourd'hui, tu dirais que tu as fait un bon boulot de parent? J'ai la prétention de dire que oui. Je pense que oui, parce que surtout, ils font des choses qui leur plaisent. Ils ont, ils ont tous les 3 leurs idées, ils sont tous les 3 respectueux d'eux-mêmes et des autres, même malgré le fait qu'ils soient très différents et surtout ils font des choses qui leur plaisent et ça c'est je trouve que c'est un peu bateau de dire quand on est parent, «Moi, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux». Oui, mais je vais être très honnête, il y a des choses qui sont compliquées pour des parents et par exemple, mon fils est pilote, à un moment donné, il a voulu intégrer l'armée de l'air, enfin, en tout cas, l'aéronavale, la marine donc et je dois dire que c'était pas du tout mon choix et quand, finalement, il n'a pas été pris parce qu'évidemment, c'est hyper difficile. Alors, non pas que je ne pense pas qu'il ait le niveau ou quoi, mais j'étais très triste pour lui parce que c'était son rêve, mais en tant que mère, j'étais pas trop triste, en fait. Alors il va détester si je dis ça, mais c'est pourtant la vérité. Donc oui, je pense que j'ai réussi dans le sens où, où ils font des choses qui leur plaisent parce que bon, maintenant il est quand même pilote et c'est ça qu'il voulait faire et voilà. Ok. Du coup, au niveau de tes études, tu as en quelque sorte suivi ce qu'on appelle souvent la voie royale, c'est-à-dire une école de commerce, et après tu as travaillé et tu t'es arrêté pour élever tes enfants. Et puis, tu as beaucoup investi dans la parentalité à ce moment-là, mais finalement, tu as repris le travail. Et c'est à ce moment-là que tu travailles dans une banque, je crois. Oui, oui, en fait, à la fin pour comprendre, à la fin de mon congé donc j'avais travaillé dans le tourisme pendant des années avant et à la fin de mon congé, parental, donc qui a duré 7 ans, en fait, comme j'avais démissionné, je n'étais pas attendue quelque part. C'est ça aussi qui m'a fait déculpabiliser de pouvoir, être absente pendant 7 ans parce que je n'étais pas attendue dans une entreprise. Je gênais pas une entreprise, quoi. C'était pas un problème pour, personne. Mais il a fallu que je retrouve du travail. En plus, c'était en 2009, donc c'était pas la meilleure période en France pour trouver du boulot et je me suis dit: «Bon, il faut tenter le tout pour le tout». Je savais que j'allais pas pouvoir exiger un salaire incroyable puisque j'avais un trou de 7 ans. Bon, en plus, c'était une période un peu compliquée, comme je viens de dire. Et je me suis dit: «Il faut que je mise plutôt que de demander un gros salaire, il faut que je mise une grosse entreprise avec plein d'avantages, qui seront nets d'impôts». C'est comme ça que j'ai réfléchi et en réfléchissant à ça, j'ai donc postulé, bon, l'avantage, c'est que moi, j'avais un très gros, background sur le de service clientèle, et de communication et voilà, de marketing, tout ça. Donc je pouvais, en fait, postuler dans plusieurs, voilà, groupes, plusieurs postes, en fait, voilà et c'est comme ça j'ai atterri dans une banque et je dois dire que j'ai été prise. J'ai été très surprise d'être prise, mais j'ai été prise et enfin, j'ai été surprise, non, j'étais pas surprise, mais et en fait, quand j'ai validé mon dossier pour intégrer la banque, j'ai eu l'impression que j'allais rentrer en prison. C'est la sensation que ça m'a faite et je dois dire, que j'ai détesté, travailler là-bas. J'ai détesté chaque jour, qui j'ai détesté. Alors, la seule chose que j'aimais beaucoup, c'était mon salaire et puis, bah, tous les avantages et tous les avantages, en fait, étaient surtout liés à ma famille et mes enfants puisque, il y avait, ben, les arbres de Noël, il y avait les vacances, il y avait les chèques vacances, il y avait les tickets de cinéma, il y avait une énorme médiathèque, il y avait, plein d'avantages, plein de sorties exceptionnelles, et l'arbre de Noël, de cette banque, c'était un truc, incroyable. Ils privatisaient la porte de Versailles et tout était, open bar. Enfin, donc quand je les voyais mes enfants comme ça, je me disais: «Bon, c'est pas grave, ça vaut ce que je fais, quoi». Et puis je savais que c'était, pour un temps donné et voilà. Bon après, c'est pas spécialement la faute de la banque, hein, parce que j'avais des collègues plutôt sympas, et puis, comme je parle anglais, que j'étais une des rares à parler anglais,
J'ai réussi à avoir des postes enfin, à faire des choses plus intéressantes que les autres et voilà, je me suis un petit peu créé, comme on dit en néerlandais, on dit, «Pour que ton travail soit intéressant, il faut que tu accroches toi-même tes guirlandes». Que ça te plaise, il faut que tu fasses toi-même, de ta vie une fête et c'est ce que j'ai fait en fait, je me suis créé mes propres opportunités dans la banque et comme j'étais la seule à parler anglais, j'ai pu gérer toutes les agences, internationales de Paris et bon voilà, c'était donc un petit peu plus intéressant, que le reste, mais ça restait quand même, pas top quoi et puis ensuite, comme j'ai décidé de revenir vivre à Amsterdam où j'ai grandi, je me suis fait muter à Amsterdam et là, en fait, ça a été, autrement. Ça a été, c'était la même banque et bon, alors il y avait plus les avantages comme en France, mais mon salaire a doublé, je crois. J'étais très surprise quand ils m'ont annoncé le parce qu'aux Pays-Bas, les salaires sont plus élevés, donc j'ai été très surprise quand ils m'ont annoncé, le coût enfin, le salaire. J'ai dit à mon mari, j'ai dit: «Je crois qu'ils se sont trompés de chiffre». Il m'a dit: «Non, non, c'est les salaires aux Pays-Bas». J'ai dit: «OK, d'accord, alors je vais signer donc». Et puis, en fait, c'était pas du tout la même ambiance, c'était beaucoup plus enfin, Pays-Bas, quoi, donc vraiment, c'était plus de la hiérarchie comme j'avais connu, en France avec le petit chef qui doit se faire signer le document, qu'il faut demander au grand chef, blablabla, faire des réunions, préparer la réunion, pour t'annoncer un truc que tu sais déjà, enfin des trucs très, très désagréables et c'est pas du tout le cas aux Pays-Bas, donc j'étais ravie. Tu as dit à un moment, quand j'ai signé mon retour, enfin mon entrée dans la banque, j'ai eu l'impression de rentrer en prison. Après, tu as dit chaque jour était un enfer. Et tu es resté quand même plusieurs années dans la banque. Donc, tu as expliqué comment tu avais réussi finalement à y trouver quelque chose, même si le travail au jour le jour était pas super excitant. Et à quel moment tu t'es dit, je vais changer de métier en fait, je vais aller faire autre chose parce que c'est bon, j'ai donné suffisamment d'années à ce travail-là. Ouais. En fait, le côté qui a été vraiment très désagréable, c'était les années à Paris. Bon, c'est aussi, lié, ouais, je pense au fait que c'était, voilà, à Paris, c'était une ambiance un peu très particulière. Bon bref, donc je pense qu'aussi j'étais pas super bien dans ma vie à moi, j'étais en train de me séparer, mon père était décédé brutalement, donc je pense que tout ça, c'est lié aussi, hein. C'est pas que la faute de la banque. C'est moi qui étais pas, voilà, j'étais pas trop dans mes baskets. Et alors, pour répondre à ta question, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, j'ai travaillé donc dans la même banque, pas du tout la même ambiance, mais quand même, à un moment donné, je me suis dit, «J'ai encore 20 ans à bosser, je vais m'ennuyer quand même». Je me suis vraiment dit: Ça va pas être possible» et donc j'en parle à mon mari qui, lui, adore son métier et moi, je n'ai jamais su quoi faire. C'était ça un peu le drame de ma vie, c'est que je n'avais jamais ambitionné quelque chose. Si, j'aurais adoré être sage-femme. J'ai toujours dit à mon fils que c'était le métier que je trouvais le plus beau au monde, et je l'ai pas fait parce que tout simplement je pensais que j'avais pas le niveau, qu'en maths ou enfin bon bref, je pensais que je n'avais pas le niveau, que je pouvais pas le faire, et puis voilà donc je l'ai pas fait. J'ai même pas essayé, rien du tout, et alors, à ce moment-là, il me dit: «Mais il faut que tu fasses un truc qui est ton hobby» et je lui dis: «Mais moi, mon hobby, c'est la parentalité, c'est accompagner mes copines, enfin moi j'ai pas de ça n'a pas de secret pour moi. Je vois les gens qui galèrent, avec, les enfants, avec les bébés, avec les ados et moi je trouve ça pas dire que je trouve ça facile, mais je trouve pas ça compliqué, puis surtout j'ai des solutions». C'est plutôt ça, en fait. Et je me suis dit, «Mais c'est pas un métier» et il m'a dit: «Beh, faut que tu fabriques ton métier, faut que tu le crées». Et là il y a une porte qui s'est ouverte dans ma tête. Je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de créer mon métier?» Et voilà et c'est, à ce moment-là que je me suis dit: «Je démissionne et je vais aider les mamans françaises aux Pays-Bas qui ont un bébé», puisque ma mère avait eu donc un petit garçon, quand j'étais ado et je l'avais vu galérer. Je me souviens qu'elle était seule, je me souviens de tout ça et je m'étais dit: «Quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné et même si on est à 500 kilomètres de Paris, on est quand même dans un endroit qui est très différent. Donc c'est ce que je vais faire» et donc voilà, je me suis dit: Je vais faire ça» et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai créé directement Maman Ams Aide Maman Amsterdam
Mais je me suis quand même dit: «Je vais appeler les sages-femmes aux Pays-Bas» puisque, moi, mes enfants étaient nés à Paris et donc je me suis dit: «Il faut que je comprenne comment fonctionne le système ici pour, pour être, voilà et puis savoir, comment je pouvais me former, enfin ce que je pouvais faire, quoi». Parce que c'est pas parce qu'on est 3 enfants que qu'on peut aider les autres, quoi. Il y a vraiment, il y a c'est pas, ça suffit pas. Et alors les sages-femmes, je leur parle de mon projet et elles me disent: «Ah mais oui, c'est super bien», mais elles me disent, quand même, «Tu peux venir avec nous en tournée, on va te montrer comment on travaille, mais tu sais, nous, aux Pays-Bas, on a les Kramzor». Et c'est entré dans une oreille, c'est sorti dans une autre oreille. J'ai dit: «Oui, oui, OK, tu m'intéresses, super». Et j'ai pas cherché, enfin j'ai même pas écouté, en fait. Et donc je vais avec elle en tournée et j'arrive dans la première famille et là, je vois une Kramzor et je dis à la sage-femme: «Mais qui est cette dame?» Elle me dit: «Beh, c'est la Kramzor». Bon, deuxième famille, deuxième Kramzor, troisième famille, je me suis dit: «Bon, là, il y a un truc». Et donc je demande, et à chaque fois, je discute avec ces nanettes que je trouvais absolument passionnantes. Pendant que la sage-femme était avec les familles, moi, j'étais avec les Kramzor. Je dis: «Mais c'est trop bien ce que tu fais, raconte et tout». Et donc là, la sage-femme me dit: «Mais tu sais, en fait, Delphine, les sages-femmes, travaillent en relation avec les Kramzor. Les Kramzor sont pris en charge par les assurances. On n'a pas assez de Kramzor, il y a plein de Français. Tu devrais faire la formation de Kramzor et te lancer à ton compte et tu auras tout le temps du boulot, tu vas voir, on a besoin de toi et tout». Alors évidemment, je me suis dit: «Mais non, je peux pas, je suis trop vieille, j'ai pas fait médecine, j'ai pas ci, j'ai pas là, c'est un métier médical», enfin bon bref. T'avais quel âge à cette époque-là? Et j'avais 50 45 ans. Et puis, ben, je me suis vraiment dit: «Qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait?» Parce que j'avais déjà démissionné de la banque et entre-temps quand même, parce que une reconversion professionnelle, elle se fait pas comme ça d'un coup. Il me semble que je t'avais contacté parce que, dans un premier temps, je m'étais dit, je parle français, je parle néerlandais, je parle anglais, je vais faire une formation pour être, prof, langues étrangères. Et en fait, j'étais partie dans ce truc-là. J'ai trouvé un lycée qui voulait me former. J'ai tout trouvé, sauf qu'au moment de commencer, ou en tout cas de me lancer vraiment, le mec du lycée me dit: «Alors on a un problème, on est tellement sous-effectif de profs que j'ai personne pour t'accompagner pour être en binôme». Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a un problème parce que donc et comment on va faire?» Et il m'a dit: «Bah, en fait, on peut pas, il faut que tu trouves un autre lycée, avec quelqu'un qui peut te coordonner parce que nous, on peut pas». Et j'avais passé 1 ou 2 journées dans le lycée, j'avais déjà participé à des cours d'essai, enfin j'avais vraiment été, et je m'étais dit: «Et en parallèle, je vais faire Anne Maman Amsterdam et je vais pouvoir accompagner des parents, en plus, comme ça me fera un revenu». Enfin voilà, je m'étais vraiment dit ça comme ça. Et puis, bah, patatras, cette espèce de prof, cette histoire de prof, ça tombe à l'eau vraiment comme un château de cartes et je me suis dit: «Bon». En plus, moi, j'aime vraiment bien suivre, mon instinct et suivre le ce qui se passe. Donc observer et me dire: «Bon, bah, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas ça». Et après, ces sages-femmes qui me disent ça, bah, c'était peut-être, 15 jours après. Donc je me suis dit: «Bon, c'est ça, en fait, il faut que je suive, là où on m'emmène et on m'emmène ici». Donc et puis, ben, j'ai, j 2 mois après, je reprenais, j'étais à l'école, quoi. Je reprenais une formation, donc qui est une formation néerlandaise, avec un diplôme d'État, qui était, enfin moi j'ai adoré, je trouve ça passionnant. Alors ouais, il y a aussi du médical, mais bon, ça va, de toute façon les mots les plus difficiles sont en latin, donc comme c'est ce que nous on utilise, c'est évidemment pas si compliqué. Mais bon, je dois dire que, on a toute une grande partie, notamment sur le corps humain, enfin le corps de la femme, et j'ai trouvé ça difficile. Mais bon, après j'ai adoré, quoi. Tout le reste, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré cette formation et puis pendant que j'étais en formation, il y a des mamans qui m'ont contactée, pour me dire: «Voilà, on voudrait que tu sois je veux que tu sois ma Kramzor et tout». Et je disais: «Mais attendez, je suis même pas diplômée», et elle me disait: «Mais c'est pas grave», une maman qui me dit: «C'est pas grave, j'attendrai», et donc voilà, quoi. Tu disais que au début, quand tu as découvert le métier de Kramzor, tu t'es dit bah, non, en fait, j'y arriverai pas, c'est quand même, il y a quand même du médical et tout. À quel moment tu t'es dit ça va aller, en fait, je vais y arriver? Bah, je me suis dit, que je me suis dit: «Il faut que tu te fasses confiance».
Et puis non, mais surtout ce que je me suis dit, c'est que j'ai quoi à perdre en fait dans cette histoire? Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai à perdre à part du temps?» Et puis, je me suis dit: «Si je travaille, il y a pas de raison que j'y arrive pas». Et il faut savoir aussi que c'est aussi ça qui m'a vraiment, quand j'étais, à la banque, j'ai passé un brevet professionnel de banque. Un brevet professionnel de banque, c'est un diplôme qui est hyper compliqué parce qu'en fait, on doit comprendre toute l'organisation, le fonctionnement des impôts français. Et donc, je devais calculer des impôts, enfin des trucs, et je me suis dit si, enfin, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter qui vont dire, mais en fait c'est boring ce que tu dis, c'est pas du tout difficile. Et on parle de moi, et moi je trouve ça difficile. Surtout que moi en maths je suis vraiment une quiche. Donc je me suis dit si j'ai réussi ça, je devrais réussir le diplôme de Kramzor. Et il y a un truc aussi qui m'a vachement aidée parce que j'étais aussi, je me suis dit comment est-ce que je vais réagir face au sang, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, comment est-ce qu'on va réagir face à la douleur, face au sang. Et il se trouve que donc j'ai grandi aux Pays-Bas puisque ma maman s'était mariée avec un Néerlandais, et il s'appelle Yann, le Néerlandais en question, qui est le papa de mon frère. Et Yann était médecin, et quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, parce que j'avais des contacts avec lui encore pendant toute ma vie en fait, et je lui ai dit, tu sais Yann, je vais faire une reconversion professionnelle, je voudrais devenir Kramzor. Et il trouvait ça, il m'a dit mais c'est génial. Et je lui ai dit mais par contre, je suis un peu embêtée parce que je sais pas trop comment réagir avec le sang. Et là il m'a dit un truc mais tellement Dutch, tellement néerlandais. Il m'a dit écoute Delphine, l'essentiel c'est que ce soit pas ton sang. Ah, c'est excellent. Et donc, donc à chaque fois que je suis à un accouchement ou que la sage-femme doit recoudre une maman, etc., et que effectivement ça peut être impressionnant, je me dis it's okay, c'est pas mon sang. Et donc ça va en fait parce que j'applique ça, et voilà. Alors entre temps il est décédé, mais je sais il est décédé après que j'ai eu mon diplôme, et je sais qu'il était très très fier de ce que je faisais, et ça m'a vraiment touchée quoi. Parce que parce que c'était ouais, c'était pas facile, c'était pas gagné surtout. Ouais, Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que c'est que ton métier aujourd'hui? Parce que moi, je sais, en tout cas un petit ouais, peu, mais ouais. sûrement pas tout le monde. Bien sûr, donc en fait, aux Pays-Bas, il n'y a pas d'hospitalisation après la naissance, il n'y a pas de maternité telle qu'on les connaît en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Et en fait, les femmes accouchent donc soit à l'hôpital, soit dans une maison de naissance, soit à domicile. Il y a encore 20% d'accouchements à domicile. Et elles sortent de ces endroits, enfin chez elles, elles restent chez elles, et de la maternité, enfin de l'hôpital, elles rentrent au bout de quelques heures. Pour te donner un exemple, je me suis occupée de gens il y a 15 jours. Elle accouchait à 19h, et je crois qu'ils étaient chez eux à 2h du matin. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent tout de suite chez eux quand tout va bien, que la maman arrive à uriner, qu'elle arrive à se lever. Il n'y a pas de raison qu'elle soit gardée en fait à l'hôpital. Et nous, en fait, les Kramzor, on arrive chez les parents le matin, donc et donc c'est sur 8 jours, et le premier jour du Kramzor, c'est le jour de la naissance, et donc on est à domicile. Alors là, c'est en train de changer parce que il y a des gros problèmes de disponibilité et de personnel. Donc, si vous avez envie de faire une conversion professionnelle et de devenir Kramzor, surtout faites-le et contactez-moi. Je serai vraiment un grand plaisir de vous aider, de vous aiguiller, parce qu'en fait, il y a on a un gros déficit. Donc les assurances nous demandent de faire moins d'heures, mais de travailler chez plus de gens. Donc, en fait, c'est entre 4 et 6 heures sur 8 jours. Et nous, en fait, nous faisons ce que font les sages-femmes en France en postpartum, donc tous les contrôles de la maman et du bébé. Et puis, on accompagne à l'allaitement, on gère l'intendance de la famille, et puis on apprend aux parents à devenir parents, tout simplement. Ok. Et quelque chose, enfin, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est finalement tous les métiers que tu avais eus jusqu'à devenir Kramzor, c'était des métiers qui étaient plutôt des métiers de service. On va dire, quand on pense à quelqu'un qui travaille dans la banque, on pense à quelqu'un qui est assez rationnel, assez froid, pas forcément très investi dans ses émotions, on va dire ça comme ça. Alors que dans le métier que tu as aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des émotions de tout le monde, y compris de ta part. Donc, comment tu as géré ce changement? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été, à un moment, tu t'es dit, bah voilà, je suis dans le bain, il faut que j'y aille maintenant? Ouais, alors effectivement, parce que on est vraiment dans l'humain. Quand j'étais à la banque,
J'ai eu des situations de vie, très compliquées à gérer, des gens, qui se retrouvent avec, des gros débits ou des gens, chez qui je savais que si j'allais rejeter cette opération, je potentiellement pouvais les mettre dans la rue. J'ai pas toujours trouvé ça facile, j'ai même trouvé ça très difficile d'être la responsable, de cet acte, alors qu'en fait, c'est pas moi la responsable, c'est clairement la banque et ou le client, ou la vie. Enfin bref, en tout cas, je trouvais que c'était compliqué d'être, une partie de cette chaîne. Donc au niveau des émotions, on c'était à la banque, on n'était pas trop accompagnés. C'était pas forcément facile, hein, de faire ça et dans les familles, nous, on a dans notre formation, on a justement une formation qui nous elle nous apprend à pas garder nos distances, mais à prendre du recul et donc forcément, il y a moi, ce qui est génial avec mon métier, c'est que les gens sont toujours, toujours, toujours contents de me voir. Ça, c'est génial puisque j'arrive dans un moment de joie, en fait, chez eux. Après, évidemment, des fois, il y a des choses compliquées. Des fois, les gens se disputent. Des fois, ils oublient que je suis là. Des fois, il y a des frustrations. Des fois, enfin bon. Et puis, moi, ma posture, elle doit rester professionnelle toujours. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de très triste, oui, je peux être triste 5 minutes, mais en fait, ça ne leur apporte rien que moi, je sois plus triste qu'eux ou au moins aussi triste qu'eux. Ça a aucun intérêt. Donc par contre, je peux avoir un moment d'émotion à partager avec eux, mais voilà, c'est important de garder, bah, cette posture professionnelle. Voilà, ça, c'est hyper enfin, moi, en tout cas, je trouve ça important. Après, c'est sûr que quand les gens se rencontrent, quand, par exemple, quand les grands-parents arrivent pour rencontrer le petit enfant tant désiré et tant attendu, l'émotion, elle est au max, quoi. Moi, j'ai du mal à retenir, une petite larme, hein, parce que c'est très touchant, quoi. C'est tellement beau de voir cette famille qui naît, cette joie de la naissance, d'accueillir cette petite, personne. Ça, c'est fabuleux donc et puis aussi, des fois, j'ai des émotions. Ça peut m'arriver aussi d'avoir des émotions qui vont être très fortes pour, peu importe la raison et ça peut aussi m'arriver de dire: «Je suis vraiment désolée d'être aussi émue», et souvent les parents me disent: «Non, non, mais c'est normal» ou «T'inquiète pas» ou et heu et donc on peut aussi partager, en fait. C'est ça dépend évidemment de ce qui se passe à ce moment-là, mais voilà. Puisqu'on accompagne aussi, enfin, juste pour on accompagne aussi ce que nous on appelle au Pays-Bas les naissances silencieuses. Donc en fait, les bébés qui ne vivent pas et les parents ont besoin aussi d'un accompagnement et donc ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient pour pleurer avec eux, quoi. Ils ont besoin de quelqu'un justement, qui va les aider, qui va les soutenir, qui va les accompagner, enfin, même si évidemment en tant qu'humain, je suis bouleversée, mais après, ils ont pas besoin de ça. Voilà. Et quand tu as fait ta formation de Kramzor, à quel moment tu as pris la dimension de ce côté, bah, justement, les morts silencieuses, les naissances silencieuses, c'est ça qu'on dit? Ouais, tout à fait. Ben, ces situations-là, ou les situations où ben, peut-être il y a des frustrations dans le couple ou des choses comme ça, à quel moment tu as pris la dimension de ça aussi, de cet aspect-là aussi du métier? Bah, en fait, je le savais puisqu'on nous l'apprend en théorie. Après il faut le vivre, il faut le vivre au quotidien et puis aussi, il y a un autre truc, que j'ai beaucoup appris avec cette formation et avec ce métier, c'est les préjugés qu'on peut avoir sur les gens ou bien, les préjugés, mais aussi, ouais, c'est ça, de pas tirer des conclusions hâtives sur ce qui se passe. Ça, c'est et puis aussi, comme le Cruiser, c'est pris en charge par les assurances, c'est dans l'assurance de base du système de santé néerlandais. Nous, on est amené à aller chez tout le monde. Alors, en l'occurrence, moi, je travaille en libéral, donc je peux choisir entre guillemets «mes clients», mais c'est surtout que moi, je choisis de travailler avec des Français qui sont en général expatriés, donc je suis pas dans des j'arrive pas dans des situations, on va dire, en tout cas financières compliquées, mais on peut être amené à aller, partout. Il y a même, évidemment des jeunes filles de 15 ans,
ou dans les centres de réfugiés, enfin vraiment partout où un enfant naît, il y a une crème sœur. Voilà. Et donc, moi j'ai une de mes collègues une fois qui s'est retrouvée dans une famille avec la cocaïne partout, le père qui avait une arme, bon, et qui était voilà. Donc dans ce cas-là, ben nous, la première chose qu'on nous apprend quand on est dans ce genre de situation, c'est de nous protéger nous, et ensuite de protéger évidemment la mère et l'enfant. Mais c'est comme dans l'avion, hein, on se protège soi-même, on met d'abord le masque à oxygène avant d'aider les autres. Bah, c'est pareil dans ce cas-là, en fait. On apprend à fonctionner comme ça. Et puis, bah, après, c'est pas parce que je suis dans un milieu plutôt favorisé qu'il ne peut pas y avoir de violence ou d'agressivité ou de drogue ou d'alcool. Enfin, alors, ça m'est jamais arrivé, mais enfin, j'ai déjà assisté à des disputes quand même assez violentes. Les gens me prennent à partie. Ça arrive, hein, ça. Ça arrive. Et comment tu gères dans ce genre de situation, justement, parce que du coup, tu es quand même vraiment dans l'intimité du couple et de la Ah famille ouais, à je ce suis dans moment-là. l'intimité, ouais. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est un petit peu comme si on avait 2 enfants et nous, on est les parents. Donc c'est un petit peu compliqué parce que on doit on doit intervenir, mais tout en gardant l'esprit qu'on est face à 2 adultes. Donc on ne peut pas non plus les infantiliser. C'est toujours, parce que quand ils nous demandent de prendre parti, c'est toujours important, de remettre la balle au centre et de dire: «Bon écoute», et de reposer une question, de dire: «Mais» et je sais pas, «Qu'est-ce que toi tu en penses?» par exemple. De dire: «Voilà, moi, ce que j'ai observé c'est ça, mais qu'est-ce que vous, vous en pensez?» Et puis de leur rappeler qu'ils sont un couple parental, que, ils seront moi je le dis parfois aux gens, hein, je leur dis: «Vous serez peut-être pas un couple toute votre vie, mais vous serez toute votre vie des parents, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Donc faites de votre mieux pour au moins, bien communiquer.» Et puis, voilà, donc ça c'est, et puis il y a la violence silencieuse aussi. Quand, on a affaire à des fa ou des couples qui sont déjà en train de se séparer, et ils le disent pas forcément, mais enfin, je suis pas idiote, hein, quand même, donc ça c'est compliqué aussi, hein, quand les femmes se sentent très seules, le père, enfin, on sait pas trop où il est, on sait pas trop ce qu'il fait, c'est difficile, hein. Donc puis moi en même temps, je suis qui moi pour lui dire de rentrer chez lui? Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc mais bon, ça arrive pas tout le temps, mais et encore une fois là, à ça on est formés, et on est là pour, ben, et puis bon, on est là que 8 jours. Donc on peut faire beaucoup, mais on peut pas changer le monde. Donc donc heu, donc on fait de notre mieux, et puis voilà, quoi. Et puis bon, moi je travaille tout le temps en relation étroite avec les sages-femmes qui sont responsables finales de la maman et du bébé. Donc dès qu'on voit quelque chose qui sort des protocoles, ou justement, qui mérite, même si c'est que quelque chose qu'on ressent, même si c'est de l'ordre du ressenti, alors que les Néerlandais sont quand même des gens très factuels, qui aiment beaucoup les chiffres et des choses très concrètes. Quand on appelle les sages-femmes et qu'on leur dit: «Écoute, je sens que ça, c'est pas OK pour telle et telle raison», toujours elles nous font confiance. Ça, c'est toujours. Parce qu'elles savent, on est là, elles le savent qu'on voit et on est les yeux et les oreilles. Elles savent qu'on est là, qu'on observe, qu'on dit pas ça, genre, parce qu'on a rien d'autre à dire, quoi. Pas du tout. Elles nous font toujours confiance. Et quand c'est le premier enfant dans un couple, donc comme tu le dis très bien, le couple devient parent. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des mamans ou des parents complètement, peut-être pas complètement paniqués, mais très paniqués par la situation et complètement déconnectés bah, soit de leur corps ou de leurs émotions, ou vraiment ne sachant pas comment faire, et comment tu les as accompagnés dans ces cas-là? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, même, à plusieurs reprises. En fait, encore une fois, on est souvent avec des expatriés, donc des gens, qui ont des postes à responsabilité, souvent qui travaillent énormément, voilà, qui sont, probablement la plupart du temps des gens brillants, mais qui ont complètement été déconnectés de leurs intuitions, de leurs ressentis, de leurs émotions, et qui en fait, n'écoutent absolument pas ça. Moi je leur réexplique, parce qu'ils se sentent complètement perdus face à ce nouveau-né qui ne maîtrise pas.
puisque scoop, on ne maîtrise pas nouveau-né. Et donc, ils sont complètement perdus et très souvent, surtout les mères, sont vraiment des contrôle freak. Elles veulent, alors en général, elles ont tout lu, heu, tous les livres, y compris le mien. Elles ont été voir des documentaires, elles connaissent toutes les pages Google, qui peuvent exister. Enfin bref, elles sont surinformées, mais la seule chose qu'elles n'ont pas, envisagé, c'est que leur enfant était une personne et que en fait, la première chose à faire, c'était de découvrir et de rencontrer ce bébé. Et quand je leur dis: «Mais que te dit ton enfant?», je les perds. Donc je dis: «Mais observe, regarde, que te dit le bébé?». Et moi, je parle de bébé couramment, donc je leur dis, je dis: «Regarde là, à ce moment-là, moi, ce que je vois, c'est ça et ça et ça. Essaye». Et ça marche, 9 fois sur 10, j'ai bon. Donc donc je leur apprends ça et j'essaye de leur dire qu'en fait, leur intuition, elle se trouve, dans leur cerveau, dans leur cœur et dans leur ventre. Et je leur dis: «C'est super important que vous vous reconnectiez avec ça parce qu'elle pourra avec votre enfant, avec votre bébé et avec votre enfant et avec votre ado», parce que les ados, c'est pareil, ils ont la parole, mais ils parlent en onomatopée et en fait, ils ne font pas des phrases. Donc en fait, si on veut pouvoir communiquer avec un adolescent, il faut lire le non-verbal, sinon on les perd. Parce que si on fait des grandes phrases avec eux, c'est pareil, ils ne comprennent pas. Il faut être très, un peu comme avec les néerlandais, très direct, très, très concret. Et donc, avec les petits, avec les bébés, ben, il faut aussi les comprendre autrement. Et avec les petits enfants qui posent 50 000 fois des questions et qui disent et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais il faut pas, il faut rester concentré et continuer d'écouter alors qu'on a déjà répondu 50 fois à cette question. Et on a tendance à balayer un peu parce qu'on se dit bon, overdose là, de et pourquoi? Donc c'est super compliqué en fait d'avoir cette communication tout au long de notre parentalité. Donc je leur dis: «Vérifiez et observez», et donc cerveau, cœur, ventre. S'il y a un des 3 qui dit que c'est pas OK, c'est que c'est pas OK. Il faut creuser, il faut comprendre pourquoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a des familles qui du coup sont pas à l'aise avec ta présence? Oh Je pense en probablement. particulier aux familles françaises qui sont pas forcément habituées à avoir quelqu'un à la maison. Non, non, bah, en fait, elles me contactent tôt dans la grossesse, elles savent ce que je vais faire. Moi, je réexplique ce que je fais, mais tu sais, c'est toujours pareil, hein. Il y a des gens qui sont aussi très égocentrés et puis il y a des gens qui aiment pas trop qu'on leur dise des choses quand ils les font pas comme il faut. Il y a des gens aussi, alors moi, c'est pareil, je suis formée pour donner des informations. Je suis là aussi pour, comment dire? J'ai des informations à transmettre vraiment, et puis à côté de ça, quand j'accompagne à l'allaitement, si l'allaitement tarde et que, par exemple, la montée de lait tarde à arriver, et ben, le bébé pleure, c'est parce que le bébé a faim. Et donc s'il perd trop de poids, ben, moi, protocolairement parlant, de toute façon, il faut que j'avertisse les sages-femmes, et au bout d'un moment, il faut qu'on prenne la décision de, donner, du lait en poudre pour pouvoir redonner un peu d'énergie au bébé, pour qu'il puisse téter et pour qu'on puisse faire, ou en tout cas lancer et accompagner cet allaitement. Nous, notre but, c'est pas du tout de donner du lait en poudre pour que le bébé, ne prenne pas le sein, pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de lui donner de l'énergie pour qu'il puisse continuer et se lancer dans la tétée, et que, il y a des montées de lait qui sont un peu tardives. Bref, eh ben, il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas et qui, se braquent. Et donc, ben, ça arrive, donc que ce soit, compliqué. Et puis, eh ben, moi, je fais toujours de mon mieux, dans mon travail. Et puis, ben, je peux pas faire mieux que mon mieux. Et puis, ben, encore une fois, je peux pas plaire à tout le monde et tout le monde ne me plaît pas, et et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un échec quand, je sens que je n'arrive pas à communiquer avec les gens, évidemment. Mais bon, après, je me dis: «Moi, je suis là pour 8 jours, je fais mon boulot et puis après, je vais pas encore une fois révolutionner le monde, hein. Je peux pas. Et puis à côté de ça, il y en a plein, 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 mon téléphone est plein de photos d'enfants, qui sont grands maintenant. Enfin, les gens sont hyper adorables, j'ai souvent voilà, des nouvelles, et puis après ils me rappellent quand il y a le deuxième qui arrive, et ça c'est, encore une grande joie, de se revoir. Et donc heu, donc c'est plutôt très, très positif en fait. Est-ce que tu te souviens de la première famille que tu as accompagnée en autonomie, Ouais, où bien tu étais sûr. vraiment Kramzorg officiel? Quand je travaillais pour le Crame Bureau ou quand je travaillais pour moi toute seule?
la première fois que tu as eu la sensation que tu étais responsable de ce que t'étais, de ce qui était en train de se passer et que c'était toi qui étais là pour elle, en fait. Ouais, alors quand je travaillais pour les en fait, quand je travaillais avec le Crime Bureau, quand on est en formation, on est, laissés à nous-mêmes un petit peu et des fois la collègue revient donc toute seule, je me souviens d'une famille, ouais, et j'étais en binôme avec ma collègue et c'était une jeune femme, qui était adorable et qui était elle était très distante. Elle était vraiment, ouais, voilà, très très distante et puis, en fait, ma collègue est partie et je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup de mal avec ma collègue et en fait, je l'ai laissée venir vers moi un petit peu comme un chat, je sais pas comment dire. Et en fait, elle s'est ouverte, ça a été, tout de suite, après beaucoup plus doux et en fait, c'était une semaine très chouette. Ouais, une semaine très chouette et c'est marrant parce que j'ai échangé avec elle, il y a 3 jours, et c'était il y a 5 ans, tu vois? Donc heu, donc ouais, Donc, même si elles n'ont pas d'autres enfants après, il y a des femmes ou des familles qui restent en contact avec toi. ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ah oui, oui, absolument. Et alors, c'est aussi parce que j'ai un compte Instagram et que, sur lequel je suis assez active et où je partage justement mon métier, justement pour informer les parents, pour informer, les pros, parce que moi j'aimerais bien que ça change en France, donc pour informer aussi la France, et puis, ben, pour informer aussi toutes les personnes qui vont avoir un bébé ici aux Pays-Bas. Moi, je fais pas de la crème dure de tout le monde, mais par contre, je peux informer de comment ça se passe Mm. et donc c'est ce que je fais. Et souvent elles me le disent, hein, elles me disent: «Ah mais le fait d'avoir suivi ton compte quand ma Kramzor est arrivée, du coup, je savais ce qui allait se passer, ça m'a rassurée, j'ai trouvé que c'était, ouais, enfin elles étaient très contentes de pouvoir avoir ça en fait, d'avoir cette connaissance en fait, on va dire. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce compte qui s'appelle donc, Ama Kramzor française et je partage beaucoup, j'ai très souvent des gens qui sont en recherche justement de reconversion professionnelle et moi je dois dire que, souvent j'ai des femmes qui me contactent et qui me disent, «Suite à la naissance de mes enfants, j'ai décidé, de devenir doula ou j'ai décidé que de, m'occuper des femmes ou j'ai décidé de ci et de là» et je trouve ça toujours un petit peu alors c'est pas que ça me gêne, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit la bonne raison parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on va aider les autres femmes qu'on va réparer parce que c'est souvent, en fait, parce qu'elles ont eu un accouchement compliqué ou qu'elles ont envie après d'aider les autres. Je pense qu'il faut d'abord se soigner, il faut d'abord, régler, en fait, tout ce qu'on a à régler avec soi-même pour pouvoir ensuite aller accompagner les autres et en fait, moi, j'ai pas du tout choisi, de faire ce métier, heu, à cause de mes enfants et j'ai pas du tout choisi de faire ce métier parce que je trouvais les bébés trop mignons même s'ils sont trop mignons. Moi, j'ai vraiment choisi ce métier pour m'occuper des mères. C'est vraiment les mères mon truc. Moi, les femmes, je les trouve, absolument fabuleuses. Enfin, quand elles ont accouché et qu'elles sont toutes surprises de ce qui vient de se passer, et moi je les regarde, je leur dis: «Mais en fait, tu trop belle, en fait. Toi, tu te rends pas compte que là, tu as juste donné la vie, en fait». Et non, elles se rendent pas compte. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir quand tu dis faut pas faire ce métier-là, et je pense que c'est valable pour plein d'autres métiers pour réparer quelque chose qui nous a été, qui s'est mal passé pour nous. Je pense que c'est important dans n'importe quelle reconversion, et en effet, il y a beaucoup de reconversions qui ressemblent à ça. Comme par exemple les personnes qui vont s'investir dans tout ce qui est wellness parce qu'elles ont fait un burn-out, sauf que Ouais, ça va pas réparer leur burn-out à elles, ça va, voilà. Et ouais, autre chose qui était sur lequel je voulais rebondir, c'était, tu disais que tu voulais que ça change en France, donc tu as écrit un livre là-dessus. Et est-ce que ouais. tu as l'impression que ça évolue justement en France par rapport aux Pays-Bas? Ouais, alors j'ai coécrit un livre avec Marion Joseph, qui est ma co-auteure, aux éditions du Rocher, donc c'est un peu Spartan en douceur. Est-ce que ça change? Alors en tout cas en France, je suis régulièrement contactée, par des sages-femmes, je fais partie d'un groupe aussi de réflexion, qui s'appelle la COPA, coaching parental, justement pour, mettre en place, ju un accompagnement précoce avec les sorties, précoces des maternités. Donc il y a des choses qui se font, il y a des choses, qui existent. Je suis également, j'interviens dans la formation du Mois d'or. Le Mois d'or, c'est un livre, justement sur l'accompagnement postpartum qui a été écrit par, Céline Chadla et Marie-Maë Poulain. Donc je suis
je fais partie de la formation avec professeur Jacques Dayan, avec Bernadette de Gasquet, avec Ingrid Baillot. Donc ça, c'est vraiment les choses que je fais pour pouvoir accompagner et aider à ce que ça avance en France. Et donc les femmes qui me contactent et qui me disent oh je veux faire comme toi, je veux faire comme toi, je leur dis ok super, tu veux faire comme moi, mais dans un premier temps il va falloir que tu te formes parce qu'aussi il y en a plein qui disent non mais moi je vais accompagner les mères, c'est bon, j'ai 3 enfants. Non non, c'est pas bon en fait. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a eu 3 enfants qu'on peut enfin je veux dire et alors il faut pas non plus parce que j'ai l'inverse aussi, des nénettes qui font des tonnes de formations. Tu dois connaître ça aussi, des gens qui font formation sur formation sur formation sur formation et en fait tu leur dis mais en fait tu bosses quand en fait? C'est à quel moment tu vas enfin c'est bien d'être formé mais après il faut utiliser ton savoir-faire pour pouvoir et ça ça c'est un petit peu compliqué. Et moi ce que je voulais dire parce que j'ai plein de collègues néerlandaises qui sont Kramzor depuis tout le temps en fait. Et moi le fait d'avoir donc été dans le corporate avant, d'avoir travaillé dans le tourisme, travaillé dans un autre pays, de connaître plusieurs langues, d'avoir travaillé dans une banque, le fait de travailler à mon compte, ça m'aide mais de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, la communication, l'administratif, la gestion d'un agenda, la gestion même la gestion des conflits, enfin tout ça, c'est des choses que je sais faire puisque c'est ce que je faisais avant en fait. Contrairement à elle, qui galère ou alors quand on me dit ah mais oui mais toi c'est trop facile pour toi Instagram aussi ou là. Oui, oui, je veux pas dire que c'est pas difficile, mais en même temps, j'ai passé des heures à regarder les les films YouTube. Enfin, c'est comme tout le monde, je me suis renseignée, je me suis documentée, et je me suis aussi formée sur ça, en fait. Et il se trouve que ça m'amuse, donc je le fais. Mais par exemple, TikTok, ça m'amuse pas, donc je le fais pas. Voilà, puis je pense que c'est pas ma cible non plus, mais voilà. Donc en fait, quand on fait une reconversion, il faut penser à là où on va, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on a et puis une fois qu'on a la formation et qu'on a nos acquis, notre expérience, la nouvelle formation, ben il faut se lancer et il faut et en fait quand je dis ça, je le dis vraiment en toute bienveillance, c'est-à-dire qu'il faut oser y aller quoi. Parce que enfin the sky is the limit, c'est quoi et au pire quoi? Au pire rien en fait. Donc et je pense qu'il y a pas assez de gens qui osent y aller, qui sont un peu comme ça bloqués et qui n'osent pas faire le premier pas. Mm. Et tu disais, enfin, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Tu disais, moi, ce que je veux, c'est m'occuper des mamans. Et moi, la seule Kramzor que j'ai vue dans ma vie, c'est parce qu'une copine venait d'accoucher. Ouais, Et la Kramzor en question était une jeune nana qui devait avoir à tout casser 25 ans. Et sur le moment, je me suis dit, mais moi, maman venant d'accoucher, j'ai pas envie d'avoir cette femme-là chez moi, en fait. J'ai envie d'avoir ouais, quelqu'un qui s'occupe de moi, mais pas quelqu'un comme elle, en fait. C'était vraiment. ouais, Donc voilà, je sais pas si c'est le cas pour d'autres mamans de se dire, j'ai l'impression qu'on a besoin, on a envie d'avoir quelqu'un. Alors c'est vrai que on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui va te dire, j'ai eu 5 enfants, je connais tout à la maternité, mais on a envie d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience. En tout cas, c'est ouais, moi le sentiment que j'avais à cette époque-là. Et de me dire ouais. qu'une jeune nana qui arrive, on doit quand même se demander. Alors c'est tout à fait vrai et ça peut être le cas, mais après il y a aussi beaucoup de jeunes femmes néerlandaises qui se reconnaissent dans les jeunes Kramzor, qui vont avoir l'impression d'être, la même génération, par exemple, qui vont avoir ce feeling-là. Maintenant après, comme tu dis, quand tu es française et que tu viens d'accoucher et que tu parles pas la langue et que tu es, pour peu en plus que ton mari soit néerlandais et qu'il soit tout le temps en train de discuter avec elle, j'avoue, c'est pas kiffant. Moi, je suis ravie d'avoir mon âge, je suis ravie, d'avoir eu des enfants et je pense que ce métier, j'aurais pas pu le faire il y a 25 ans. Donc c'est ça aussi, c'est que, ben, jusqu'à présent, j'avais pas trouvé mon métier parce que je ne savais pas quoi faire, mais c'est aussi parce que je n'étais pas prête. Et puis aussi, tu sais, il y a tellement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement de cultures différentes. Moi, par exemple, je suis non fumeuse et j'aurais détesté avoir quelqu'un de fumeur à côté de moi. Et il y a des crameurs qui fument et il y a des gens que ça gêne pas. Bon, très bien. Après, il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés, qui vont faire des repas, par exemple, indonésiens. Il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés qui vont porter le voile et qui vont aller dans des familles plus musulmanes. Enfin, et c'est ok. Enfin, je veux dire, chacun sa grande sœur en fait, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est que on soit avec la bonne personne parce que c'est un moment qui est fragile.
qui est court, mais en même temps long et donc c'est important de pouvoir à ce moment-là être avec la personne qui va te mettre en confiance et qui va, sur qui tu vas pouvoir avec qui tu vas pouvoir te sentir à l'aise et moi, ce que je dis aussi, c'est ce qui est génial, c'est que moi, c'est pas mes amis, c'est pas ma famille, et moi, je suis leur craveur, donc en fait, ils ont rien à me prouver. Donc ils peuvent être eux-mêmes et ils peuvent aussi, être, craqués. Enfin, ça arrive souvent que tes mamans pleurent dans mes bras, même des fois des papas, parce que les papas, en fait, il leur arrive plein de trucs aussi, ils sont blindés d'émotions. Il y en a qui ont eu peur, donc je passe aussi beaucoup de temps à discuter avec eux et c'est génial d'avoir leur confiance, quoi. Mais je comprends ce que tu dis, c'est donc c'est important aussi de dire qu'on peut, choisir sa cramseur, en fait. C'est important de le dire aussi. De dire quand même si on est dans un crame-bureau, de dire: «Bah, voilà, moi, je préfère quelqu'un, par exemple, qui a de l'expérience, ou quelqu'un qui est non-fumeur ou quelqu'un, qui a plutôt des affinités avec la langue espagnole», enfin, j'en sais rien, enfin. On peut demander après je dis pas qu'il y a toujours, mais on peut demander. Mmh. Ou trouver une indépendante. Voilà, il y en a Mmh. plein. Tu as dit un truc intéressant, tu as dit, il y a 25 ans, j'aurais pas pu faire ce métier. Et par rapport à ce que tu nous disais au début, où tu disais que quand tu étais petite, tu voulais être maman et que tu as investi beaucoup de temps dans la parentalité, pas seulement en tant que parent, mais pour aussi t'informer, te documenter, etc. Est-ce que quand tu as découvert le métier de Kramzor et que tu as décidé de le devenir, tu as l'impression que c'était une sorte de retour aux sources, qu'il y avait une logique là-dedans qui était là depuis toujours et qu'il fallait juste que les planètes s'alignent, on va dire, et que l'opportunité se présente? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai découvert ça et où j'ai compris, je me suis dit: «Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ça, en fait». En fait, mon métier, c'est ça et je l'ai pas trouvé avant parce que, ben, en fait, avant, j'étais pas prête, en fait et c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne heure, j'étais occupée à faire d'autres choses. Puis, je ne serais pas, la grande sœur que je suis si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait avant et donc en fait, voilà, comme tu dis, les planètes étaient alignées, c'était le bon endroit, le bon moment et le truc qui est assez, incroyable, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à mon compte, j'ai ma première cliente, c'était début avril 2020. C'est donc on était en plein corona. C'était très, 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 très particulier et là encore, je me suis dit: «Ça pourra pas être pire». Donc je me suis dit: «Très bien, je on y va comme ça et ça va bien se passer et de toute façon, si je passe tout ça, si j'arrive à travailler dans cette épidémie, si j'arrive à travailler avec cette ambiance, avec la peur de l'autre, puisque finalement c'est ce qu'on nous a dit, hein, on avait peur de l'autre, et ça va le faire» et puis ça l'a fait. Donc c'était cool, en fait. Toujours encore une fois de me dire: «Bon, bah, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison, ça doit être comme ça». Voilà, Mm. donc ouais. Ok. Merci beaucoup pour cet entretien. On arrive à la dernière question, qui est une question que Ouais. je pose à tous mes invités, et que je te laisse interpréter comme tu veux. C'est, et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je ferais pareil. Si c'était à refaire, je ferais pareil parce qu'en fait, encore une fois, chaque chose est arrivée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et non, je suis très contente de mon parcours. Je suis contente d'avoir eu, aussi, confiance en moi. Je suis contente d'avoir été bien entourée. C'est ça aussi, c'est que j'ai osé poser des questions. Il faut pas hésiter voilà, ça c'était génial de enfin que les sages-femmes ouvrent leurs portes comme ça, c'était incroyable. Enfin, j'étais vraiment, donc heu non, non, je peux même pas te dire, j'aurais voulu faire ça plus tôt parce qu'en fait, je chaque chose que j'ai faite m'a appris et m'a amenée là où je suis maintenant donc non, c'est trop bien. Je suis ravie. Ok. Ben, super. Merci beaucoup, Delphine, pour ton temps et pour ces entretiens. Bah, avec plaisir. Merci à toi de mettre en avant justement, le fait de pouvoir changer de travail et ce qu'il faut garder en fait vraiment à l'esprit, c'est, d'avoir confiance en soi et de croire en ses rêves puisque rien n'est impossible. Il faut Ouais. y croire et se Ok. donner sa chance. Ouais. Merci beaucoup. Merci.